Donc en fait, Maxime, tu vas nous parler un petit peu De beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Enfin, de beaucoup et de peu en fait, puisque j'ai choisi la présentation plus séance questions-réponses. Ouais. S'il y a des questions, sinon on divergera sur, Je sais pas sur si- plein de J'ai sujets. pas de tablette pour les questions par contre. Ah, Ça arrive. bon, ça Ok. va arriver. Ok. Donc effectivement, on va se plonger un peu dans l'astronomie. Ouais. On va faire suite un peu à On va faire la suite conférence sur du flux 2. ouais, effectivement du flux 2, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués, que moi je vais reprendre également, que j'ai prévu dans ma présentation. Alors peut-être pas de la même manière, parce que je reste quand même assez, on va dire, général. Je vais un petit peu dans le détail, mais je ne vais pas forcément parler de mathématiques appliquées à l'astronomie. Moi, je suis plus sur le phénomène de contemplation, de visualisation, avec des explications de pourquoi on voit ça comme ça dans les articles, notamment les photos, et également où on est, mine de rien, parce qu'effectivement, on parle de la Terre, du système solaire, de la galaxie, mais ça reste quand même des notions floues pour un certain nombre de gens, pour une grande partie en général. Donc je vais pas aller trop loin non plus dans la taille de l'univers, parce que c'est un peu large, D'accord. un peu grand. D'accord. Et Donc, sinon, ton rapport avec l'astronomie, comment t'es tombé dedans en fait? Je suis pas tombé réellement dedans, c'est plus une sorte de passion, hobby, à droite à gauche. De temps en temps j'en fais, de temps en temps j'en fais pas. Là j'ai un télescope, alors c'est pas un très gros, ça doit être un diamètre 100, 120 je crois. 120 mm, donc ça c'est un télescope type Newton. Donc pour ceux qui savent, ils verront très bien de quoi je parle. Pour ceux qui ne savent pas, oui, il y a des types de télescopes. Ouais. Tiens, on va commencer par ça. J'avais pas prévu d'en parler, mais on peut Bon, commencer par ça. En attendant le effectivement. PowerPoint. Donc les télescopes, il y a différence entre lunettes astronomiques et télescope. La lunette, tu regardes d'un côté. Ouais. Et ça, tu te regardes à un bout, là où il y a l'oculaire, Ouais. ça rentre de l'autre côté, là où il y a un trou, et en général déjà une lentille. Et c'est un jeu de lentilles qui va te faire grossir ce que tu regardes. Le télescope, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont condensé par un jeu de miroir la taille. Ouais. Parce que disons que pour faire des lunettes aussi puissantes que les télescopes, il faut 4 fois plus long. Ouais. Au bout d'un moment, c'est un peu long à stocker. Ouais, C'est pas très pratique à trimballer aussi. Il y a des représentations, tu vois des trucs qui font 15 mètres de long avec toute une structure pour le supporter, c'est plus possible. Donc, du coup, ils sont passés au télescope à savoir que tu as c'est toujours un cylindre. Ouais. Et des fois, tu n'as même plus besoin du cylindre, il faut simplement une structure pour porter les miroirs. Après, s'il n'y a pas le signal de source, c'est pas très grave. Ouais. Ça rentre en fait tout simplement pour se représenter dans un cylindre. Donc il n'y a rien du tout. Ça va jusqu'au fond. Au fond, il y a un miroir parabolique. Ce miroir parabolique te renvoie les rayons en les concentrant en un point. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la distance focale. Ouais. C'est la focalisation en un seul point de tous les points qui ont tapé sur la surface parabolique. Et avant d'arriver à ce point, ça passe pas. Ça se réfléchit sur un deuxième miroir qui lui est purement un miroir de réflexion à 90 degrés. Et c'est là où ça va passer par ton oculaire qui lui a également un jeu de lentilles. D'accord. Ça t'inverse l'image et ça te la grossit. Je présume qu'en plus, tu as des télescopes qui sont directs où tu peux regarder en mettant ton œil dessus, tu vois la projection de l'image. Il y en a d'autres qui sont indirects. Un télescope, c'est de base, ça a toujours été comme ça. Ouais. Après, effectivement, si tu veux regarder différemment, soit tu mets un capteur numérique pour récupérer des images. Là, on parle du domaine visuel, on parle pas d'un télescope à type onde, puisque effectivement, pour tout ce qui va être onde, infrarouge, rayon et autres, ça va être des capteurs bien spécifiques. Donc, soit tu mets un capteur numérique ou tout simplement un appareil photo avec une pellicule à imprimer derrière, comme on le faisait avant. Soit tu peux également faire une projection sur un fond blanc en te mettant suffisamment loin de l'oculaire. De l'emplacement où il y a l'oculaire, puisqu'en fait, vu que les rayons sont concentrés, ils ont été interceptés par un miroir à 45 degrés, ils sont renvoyés à 90 degrés. À 90 degrés, ils continuent leur chemin jusqu'à ce qu'on appelle le point de focale, donc la concentration. Mais si ça continue, en fait, ils se croisent et ils partent dans l'autre sens. Donc tu réobtiens un cône. Et en fonction de où tu mets un papier, tu peux très bien voir l'image de ce que tu regardes. Là, on a inversé. Oui, forcément, ça inverse. Et l'application la plus directe qui est à penser, c'est pour regarder le soleil. Oui, on ne regarde jamais le soleil. Mais ne serait-ce que sans instrument, on ne regarde jamais le soleil. Point.
Alors avec un instrument c'est encore pire parce que le problème c'est que les instruments type lunettes ou jumelles focalisent les rayons en un point. Donc ça veut dire que ça augmente la puissance du rayon. Donc regardez regardez le soleil avec les yeux classiquement, c'est pas conseillé. Autant de vous dire qu'avec une lunette ou un télescope, ça vous détruit. Ça vous détruit. En plus, qu'il est focalisé sur la rétine. C'est l'équivalent d'un rayon laser. Ça vous brûle. Ça vous brûle. Ça brûle la rétine. J'ai l'exemple concret, c'est qu'il y a une fois, j'ai oublié le petit cache là où on met l'oculaire. C'est un petit cache plastique. Je l'ai laissé 2 secondes. Et ça a pris feu? Ça n'a pas pris feu, mais ça me l'a fondu sur un diamètre d'1 centimètre. Le truc, c'est gros comme ça faisait 3 centimètres. C'est vachement puissant. C'était un truc en plastique, mais quand même. J'étais pile poil au rayon de concentration. C'est exactement ce qu'on fait avec les loupes en fait. Oui, pour faire les gamins qui veulent faire cramer les fourmis. Alors moi, les fourmis, je les crame pas, c'est les habits. Bah non, par contre, les brindilles, effectivement. Pas le faire. Donc voilà, effectivement. Donc au tout départ, on avait ça. Et donc moi, c'est plus une passion. J'ai toujours été intrigué. Quand tu regardes la nuit, quand tu lèves la tête, quand t'as pas de nuages, qu'est-ce que tu as? Tu vois plein de choses. Et énormément de choses. Tu as la lune de temps en temps, mais après tu vois des trucs qui brillent et tu te demandes ce que c'est quoi. Et c'est vraiment très sympa. Et quand tu commences un petit peu en détail, tu apprends des tas de trucs et tu apprends qu'au final, mais qu'est-ce qu'on est? Rien. Mais absolument rien. Ouais, ça fait pas peur ça? Non, ça fait peur. Ce qui fait peur, c'est la connerie humaine qui se pourra le centre de l'univers. Ça fait peur. Bon, j'ai l'impression que ton PowerPoint est. Il est là. Il est là, il est ok, il est pareil. Avec ce petit truc là. Youhou. Alors attends, est-ce que je peux revenir en arrière par contre? Ah oui, c'est scrollé. Très bien. Donc, le guide de l'astronome galactique, l'univers et le reste. Bon, bien sûr, énorme référence à qui vous savez, ou à quoi vous savez. Alors, j'ai pas mis la vie, parce que ça, j'en parlerai pas. Ouais, on va se concentrer sur l'univers. Non, parce qu'il y aurait déjà beaucoup. Qu'est-ce que t'as dit? Les vivants, c'est que des nazes. D'ici. Non, mais c'est surtout que la vie, il y a déjà beaucoup trop à dire dans l'univers, ne serait-ce que sur notre Terre. Donc, j'en parlerai pas. Donc, notion, généralité et complément sur l'astronomie usuelle. Où, quand et dans quoi sommes-nous? Question intéressante. Rien que ça, c'est une question super large, en fait. Ouais. De base. Voilà, synthétiser un peu. Voilà, exactement. Et le don de panique, c'est quand même pour le petit clin d'œil. 42e année aussi, H2G2 University, comprendra qui veut. Je pense que tout le monde a la référence. Voilà. Donc on va commencer par un truc qui pourrait être un petit peu barbant d'une certaine manière, c'est les unités de mesure. Ça me paraissait indispensable, dans le sens où quand on veut s'exprimer, quand on veut exprimer des notions de distance, des notions de temps, quelle que soit la valeur qu'on veut exprimer, elle a forcément une unité. Ou pas, mais c'est assez rare. Dans ce cas, on appelle ça des constantes. Elles sont pas forcément. Et encore, il y a des constantes qui ont des unités, notamment la célérité, la vitesse de la lumière, qui est une constante. Mais bref. Donc voilà. Donc on va commencer par un truc un petit peu simple. C'est tout simplement les unités de mesure astronomiques. Alors on va commencer par. Les trucs, c'est marrant. L'unité astronomique. C'est la plus simple, il y a astronomique et unité dedans, donc elle s'appelle l'unité astronomique. Donc c'est une unité qu'on va utiliser surtout au sein de notre système solaire. D'accord. Alors petit rappel, qu'est-ce que le système solaire? Moi je répondrais que c'est notre étoile, donc le Soleil, entouré de ses planètes telluriques et planètes gazeuses, plus tout ce qu'il contient, c'est-à-dire les ceintures d'astéroïdes, éventuellement les comètes qui passeraient de passage. Voilà. On considère qu'elles appartiennent parce qu'elles y reviennent, mais elles sont plus ou moins dans notre système solaire. En fait, c'est tout ce qui va graviter autour de notre étoile, à savoir qui s'appelle le Soleil. Voilà. Parce que étoile étant le terme générique, il y en a des milliards de milliards dans l'univers. Donc voilà, donc petit rappel. Donc là, vous avez à l'échelle, au niveau des tailles sur l'image, le Soleil qui est à gauche, donc il n'y a qu'une partie, et les différentes planètes. Pas du tout à l'échelle en termes d'espacement, de distance, puisque ça serait beaucoup trop compliqué. On serait cramé là. Mais c'est assez simple en fait. Vous regardez les distances. Elles sont, je les ai notées à gauche du Soleil donc. Alors l'unité astronomique, c'est tout simplement une unité assez simple. On s'est centré sur nous-mêmes. Ça c'est typiquement humain. Et donc une unité astronomique, c'est tout simplement la distance Terre-Soleil.
D'accord, en prenant le centre, je présume. Oui, exactement. On parle D'accord. toujours de centre à centre, sinon c'est un peu compliqué. Oui, j'imagine. On sait très bien caractériser les diamètres de Terre et du Soleil, Mhm. qui ne sont pas d'ailleurs exactement figés, surtout pour le Soleil, Ouais. puisqu'il est en expansion. Oui, puis c'est gazeux, oui. C'est gazeux, mais on peut considérer une certaine surface, bien spécifique. Mais le Soleil en lui-même est dans une phase de croissance. Alors c'est un peu lent, hein, on parle en milliards d'années. On a le temps, hein, mais techniquement il grossit à l'heure actuelle. Il va encore grossir pendant 5 millions d'années, 5-6 millions d'années. Il faudrait qu'il pense à faire un régime quand même. Oui, mais il va grossir, jusqu'à peut-être nous frôler. Ouais, même pas nous engloutir. Il nous engloutira pas, il sera pas assez gros pour nous engloutir. Il va s'effondrer sur En fait, il va engloutir Mercure, qui est donc la première planète tellurique. Vénus, ça c'est Vénus, c'est pas sûr, juste peut-être à la surface. La Terre, à peine. Et une fois qu'il sera arrivé là, il va se recondenser. Non, on sera plus là déjà de toute manière. À mon avis, on se sera entretué bien avant. J'en sais rien. On verra. On sera plus là. Nous, ça c'est sûr, et nos générations, on sera déjà très loin. Et donc ensuite, il va se recondenser sur lui-même. Pour devenir ce qu'on appelle des étoiles, des naines rouges, naines blanches. Et en fait, c'est parce qu'il aura brûlé tout son. Exactement. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, une fois qu'il a brûlé toutes ses réserves d'hélium. D'accord. Hélium numéro. Non, d'hydrogène. H1, HE2. L'hydrogène étant le premier élément, l'hélium le deuxième. Par masse atomique. On sait évaluer à peu près ce qu'il y a. Les réserves, oui, j'ai plus les dates, mais j'ai plus les données. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il en brûle. Alors ça, c'est impressionnant. Il en brûle des dizaines et des dizaines de tonnes à la seconde. Enfin bon, il en a des milliards et des milliards de tonnes. C'est pas un problème. On se rend mal compte. Voilà, exactement. Non, c'est gigantesque. Le terme, en fait, c'est gigantesque et incommensurable. Pas mesurable. Ça le définit bien. Ouais, c'est voilà. Donc voilà. Donc effectivement, la Terre, Mercure, Vénus. Non, pardon, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Première ceinture d'astéroïdes, qui est potentiellement une pseudo-planète qui n'est pas arrivée à terme. Ouais, un avortement de. Une planète avortée en fait, et c'est certainement à cause de l'influence de Jupiter. Ah oui. Jupiter étant une géante gazeuse avait peut-être perturbé beaucoup trop l'orbite inférieure pour permettre en fait aux astéroïdes de se condenser. C'est une hypothèse. Mais pourquoi pas. Voilà. Donc ensuite après Jupiter, Saturne avec ses superbes anneaux. Uranus avec une blague qu'on ne fera pas. Qui est très souvent reprise dans Futurama au passage. Neptune. Non, parce que dans Futurama, Uranus, en anglais c'est pareil. Uranus. Et bon, Uranus, quand tu le mets en 2 mots, c'est très drôle. Donc tu l'as fait quand même en fait. Oui, je l'ai fait quand même parce qu'elle me fait bien marrer. Je sais pas si tu te rappelles ce qu'ils disent dans un des. Non, j'avoue que. Alors, en français, ils l'ont traduit. Uranus a été renommé Urectum. Ah d'accord. Bon, c'est donc. Voilà, ça c'est fait. Neptune. Ouais. Et donc, elle n'apparaît pas ici. Ah oui, non, l'éternel débat. Pluton est-elle les une objets planète, transneptuniens. L'éternel débat de Pluton. Et moi, je vais même plus loin, j'appelle ça Pluton-Charon. Parce que c'est un double système. Tu as Pluton qui était une planète, qui est maintenant une planète naine et qui, on ne sait pas si elle va redevenir une planète. J'ai bien compris, les Américains tiennent très à cœur le fait qu'elle redevienne une planète parce que c'est la seule planète entre guillemets découverte par un Américain. Oui, c'est possible, mais il y a surtout le fait qu'à l'époque, le fait qu'on les classait qu'on les déclassait de planète A à planète naine, c'est fait lors d'un vote. Oui, tout le monde n'était pas là. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont plus de 2000 en théorie, ils étaient à peine 400 ce jour-là, et ils l'ont fait un vote à la majorité, et on était largement pas aux 400, mais ça a été quand même le plus, le pour qui a été ce qui est quand même compliqué, c'est que si on accepte le statut de planète à Pluton, il y en a des dizaines d'autres en fait. C'est tout problème. Je sais pas, il y en a. Je veux pas dire de bêtises, Xérès étant un satellite de. Alors que je me plante pas, je crois que c'est Jupiter. C'est peut-être Saturne. Je sais jamais.
pas, il y aurait Ganymède. Donc voilà, donc bon, elle n'est pas représentée, mais elle est bien là. D'accord. Cela dit, tu vois quand même qu'elle est assez loin par rapport aux autres, Mhm. puisque autant Neptune se balade à une trentaine d'unités astronomiques du Soleil, Pluton Charon, c'est de 30 jusqu'à 50. Alors pourquoi ? Ouais, ça. Parce qu'elle a une orbite totalement elliptique, celle-ci. En fait, les autres planètes ont de base, chaque planète n'a pas une orbite circulaire, comme on pourrait le prétendre. Oui, bien Il y sûr. a toujours ce qu'on appelle un point d'apogée et un point de périgée. C'est pareil pour la Lune par rapport à la Terre. D'accord. Oui, c'est Il y a pour des ça que moments des où fois on elle la est voit loin, il y a des plus moments où elle est grosse, Voilà. comme récemment. Récemment, Et effectivement, puis, elle était à son point de périgée. Ouais. Et donc, effectivement, visuellement, elle était 14% plus grosse que ce qu'on pourrait la voir quand elle a à son point d'apogée. Effectivement. D'accord. Donc voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que Pluton-Charon, c'est un double système. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Pluton, c'est ce qu'on appelle la planète naine. Charon, c'est son satellite. Mais ils tournent l'un par rapport à l'autre. Ouais, d'accord. Ce qui fait qu'en fait, le point qui est pris en compte pour l'orbite de ce système-là, il est entre les deux. C'est le barycentre. D'accord. C'est le barycentre des deux, en fait. Le barycentre étant le centre de gravité entre deux centres de gravité qui forment un système. C'est enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin. Le barycentre, vous pourrez chercher, c'est assez simple à comprendre. Donc voilà, donc du coup, il a une orbite totalement elliptique. Il y a des fois, elle est très loin, il y a des fois, elle est très près du Soleil. D'accord. Enfin, très près, quand même à 30 unités astronomiques, donc 30 fois la distance Terre-Soleil. Et ça varie. C'est déjà quand même pas mal loin. Et tous ceux qui ont une valeur fixe, comme je vois Neptune 30,11, ça, ils ont plutôt c'est-à-dire qu'en fait, l'orbite plutôt ronde. C'est une orbite circulaire qui est très légèrement elliptique, mais c'est négligeable. C'est pareil pour la Terre, en fait. Ouais. Donc voilà, la ceinture d'astéroïdes, c'est tout simplement qu'il y en a un peu partout, et ils se baladent entre 2 et 3,5 unités astronomiques. Donc c'est un anneau, en fait, de cette épaisseur-là. Et ensuite, on a. Et qui tournent aussi. Ils sont également en mouvement, ouais. Alors après, il y en a qui sont peut-être figés, il y en a d'autres qui tournent, ce qui fait que ça en crée d'autres par condition. Il y a un peu de tout, en fait. Ok. Donc voilà. Et donc la distance Terre-Soleil, l'unité astronomique a été créée en 1958. Et l'unité astronomique est définie comme étant exacte à 149. Alors je vais me mettre en kilomètres directement, sinon en mètres on n'a pas fini. 149 597 870 kilomètres. Valeur fixe recommandée. Alors par rapport à quoi ? Par rapport à des tas de mesures, puisque cette distance a été mesurée, évaluée, réévaluée et réévaluée en fonction de différentes personnes. En fonction on tombe à peu près à la même valeur, je dirais à une dizaine de mètres près. Ouais. Donc bon, c'est assez figé. C'est assez figé. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'est pour l'unité astronomique. Pour information, la distance Terre-Lune, autant la faire, c'est un petit peu moins de 400 000 km. C'est 384 000 et quelques. Voilà. Avec un plus et un moins, puisque la Lune est également sur une orbite elliptique. Ouais. Et pour finir, le système Pluton-Charon, autant toutes les autres planètes sont, on va dire, sur un même plan. Pluton-Charon, non seulement ils sont sur une orbite elliptique, mais en plus ils sont sur un plan différent. Donc qui est incliné, avec une inclinaison qui est constante par rapport au plan des autres. Oui, par contre c'est une inclinaison constante. D'accord. C'est-à-dire qu'elle s'est placée comme ça. C'est pareil pour la Lune au passage. Oui. Si on prend la Lune par rapport à la Terre, la Lune orbite dans un plan qui n'est pas le plan dans lequel la Terre orbite par rapport au Soleil. D'accord. C'est ce qui explique qu'il y a des fois on a des éclipses de Soleil et des fois pas. Même si la Lune passe tout le temps au milieu des deux, entre les deux. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y en a pas tout le temps. Il D'accord. faut que la Lune se trouve au moment, il faut qu'il y ait un alignement Terre, Lune, Soleil, ou Soleil, Lune, Terre, ou Soleil, Terre, Lune pour avoir les éclipses de Lune, comme on a eu récemment. Et donc, comment ? Oui, elle était top celle-là. Fallait se lever un peu tôt, ou se coucher très tard. C'est ça. Je l'ai faite aussi, ouais. Je suis déçu de mes photos, mais j'avais pas mon appareil. Enfin bref. Donc voilà. Et donc, il faut franchement qu'on se retrouve. En fait, il y a deux alignements possibles, c'est d'un côté et de l'autre. Donc déjà, potentiellement, c'est au maximum 2 fois par an. Et après, il faut vraiment qu'on tombe pile poil au moment. Donc, c'est pas évident. Ouais. Donc voilà pour l'unité astronomique. Ensuite, je vais passer à d'autres unités peut-être. Ouais. On va passer à l'année-lumière. L'année-lumière, c'est celle dont on va entendre parler assez souvent, qui est très parlante pour le grand public de manière générale.
Donc année-lumière, c'est assez facile à comprendre. C'est donc la distance parcourue par un photon. Le photon étant la particule de lumière. Donc quand je dis photon, par extension, je parle de lumière. Dans le vide. Donc, le vide, c'est 0 particule au mètre cube. Mais 0 de chez 0. Bon, sachant que le vide exact n'existe pas réellement. Le vide stellaire, tu vas avoir 3 ou 4 particules au mètre cube. Enfin, faut les trouver. On parle d'atomes. On peut considérer que c'est du quasi. Il n'y a personne. En général, c'est les particules et les poussières stellaires qui se retrouvent là-dedans. Donc, effectivement, distance parcourue par un photon dans le vide en une année julienne. Donc là, toujours centré par rapport à la Terre. En même temps, pourquoi on s'en mettrait, quoi. On est chez nous, quoi. Donc autant prendre par rapport à une référence qu'on connaît. C'est ça, les unités qu'on connaît. Exactement. Donc voilà. Et donc c'est une constante qui a été fixée et donc d'une certaine manière mesurée à environ 300 000 km par seconde. Alors la distance exacte, effectivement, c'est 299 792 km. Et on peut se poser la question comment on a défini, on a mesuré cette vitesse. Comment on l'a fait? On a peut-être pas le sujet de la conférence de ce soir, mais non, mais parce que effectivement, quand on capture les photons, on a des capteurs qui permettent de capturer. Alors c'est des grandes cuves d'eau avec des capteurs sur toutes les parois, qui non seulement permettent de mesurer la trajectoire, définir la trajectoire du photon, mais également sa vitesse. Et tu peux également le voir, par exemple, si tu regardes le soleil avec des filtres spéciaux, tu commences à voir les taches solaires. Et en fonction de ce qui se passe et de l'activité du soleil, tu as ce qu'on appelle les éruptions solaires. Une éruption solaire est tout le temps accompagnée d'une pluie d'éléments perturbateurs pour notre magnétosphère, à savoir des ondes cosmiques, je crois. Non, ça doit pas être ça. Je sais plus. Bon, on va pas dire de. Enfin bref, voilà. on se prend ce qu'on appelle une tempête solaire. Ouais. Et donc entre le moment où on visualise ce qui se passe et le moment où on le reçoit, il s'écoule un temps. Et sachant qu'on connaît la distance Terre-Soleil, en croisant toutes ces données, on en arrive à déterminer quelle est la vitesse de la lumière. Ouais. Bon, après, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que ça se trouve, on l'a tout simplement déterminé par calcul, différemment. Il y a certainement plusieurs façons de la calculer, et on retombe. Et voilà. Exactement. D'accord. Très bien. Donc voilà. Et donc on va commencer à faire les égalités. Donc une année-lumière, que je dénommerai AL ici, et donc égale. Donc une année-lumière, pour calculer la distance parcourue en une année-lumière, c'est assez facile. 300 000 km par seconde. Tu mets le nombre de secondes qu'il faut pour faire une année. Ouais, donc 60 secondes par minute, 60 minutes par heure, 24 heures par jour, 365 jours par année. Alors c'est 365,25. Ou oui. Bon, sans doute. Ouais, en fait, ils prennent la virgule, ils prennent bien le truc pour éviter d'avoir les années bissextiles. Non, ils mettent bien la virgule du jour manquant en fait, enfin, du quart de jour manquant par an. Donc ça nous donne un chiffre assez barbare qui est, alors que tant que je me plante pas, 1000 millions, milliards, donc on est en billions, ou alors à peu près 10 milliards d'années, 10 milliards de kilomètres. Non, pardon, 10 000 milliards de kilomètres. C'est ça. En une année. Ou 63 241 unités astronomiques. Ouais, ça me plaît plus déjà. Ouais, mais enfin c'est un chiffre un peu spécial. On veut pas. Non, mais il est pas figé surtout. Voilà. D'accord. Et donc, ce qui commence à être intéressant, effectivement, c'est de faire des exemples, de prendre des exemples avec les sous-divisions de l'année-lumière. Donc, il y a la seconde, la minute-lumière, l'heure, le jour, l'année, et bon, après, il y a les siècles et autres. Donc, la seconde lumière, c'est ce que tu vas voir, effectivement, quand tu observes la Terre-Lune. Tout à l'heure, je t'ai dit que la Lune était environ à 400 000 km. 384 000 et quelques. Ouais. Ce qui veut dire que si tu regardes quelqu'un qui est sur la Lune, que tu le vois lever un bras, quand tu le vois, s'il lève son bras et qu'il descend son bras, au moment où tu le vois lever son bras, toi, il a déjà fini son mouvement pour le... Il lag en fait. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça en fait. Ouais, C'est pas un lag. Non, c'est qu'il est décalé par rapport à toi. Il lag pas réellement. Oui, il y a laguer, c'est ça, t'as vraiment un problème. Laguer, c'est vraiment que ça bug. Et là, ça bug pas. C'est simplement t'as un décalage dans le temps. D'accord. Entre la visualisation, puisque la lumière met un certain temps à parcourir la distance. Donc du coup, effectivement, entre ce qui se passe sur la Lune et ce que tu vois,
il se passe il y a 1,28 secondes de retard. Ou de décalage, c'est pas un retard. Donc si tu prends effectivement la minute, c'est ce qui va pouvoir caractériser ce qui se passe entre la Terre et le Soleil. La Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres. 8 minutes. 8 minutes,3 exactement. C'est ça. Donc c'est ce qu'on avait déjà évoqué lors d'une précédente émission. L'heure-lumière, tu es plutôt comme sur des systèmes en Soleil-Jupiter, Soleil-Pluton. Donc Soleil-Jupiter c'est 0,72 et Soleil-Pluton tu es déjà à 5,5 heures. Ça va vite. Ça mais enfin, Soleil-Pluton, je te rappelle, c'est 30 unités astronomiques. C'est pas la partie à côté. Donc 30 fois la distance Terre-Soleil et ça met seulement 5,5 heures. Ouais, c'est extrêmement rapide en fait. Et là on est simplement... Donc le jour, alors le jour il est vachement intéressant. Jour-lumière. Le jour-lumière, tu peux prendre la sonde Voyager 2 ou Voyager 1 en fait, ça marche aussi, qui sont à l'heure actuelle les deux éléments construits par l'humain le plus loin de la Terre. Et il y en avait un qui a quitté, on considère qu'elle a quitté littéralement le système solaire, puisqu'elle est passée outre les vents, elle n'est plus sous l'influence des vents du Soleil, des vents de particules. Et pourtant, on est à peine à un jour-lumière. Et ça a pris des années et des années. Ça a pris entre 1900, je détaille, 1969, on va, 79. Je propose qu'on avance. Exactement. Soleil Sedna. Sedna, c'est je crois, c'est une des étoiles les plus proches qu'on ait de chez nous, de mémoire. Alors demi-grand axe puisque elle a une orbite elliptique. Non, je sais plus ce que c'est Sedna. Enfin, on est à 3 jours-lumière. L'année-lumière, c'est tout simplement du Soleil jusqu'au nuage d'Oort. C'est l'espèce de gros nuage qu'on a à la fin de notre système solaire, qui nous entoure. Un nuage de particules, de gaz, un peu de tout. En gros, c'est le reste de ce qui n'a pas servi dans le système solaire ou qui était beaucoup trop loin pour faire quelque chose. On est déjà à 1 à 2 années-lumière. Et Soleil Proxima Centauri, Proxima du Centaure, qui est c'est l'étoile la plus proche de notre étoile. On est déjà à 4,2 années-lumière. Et dans les autres dimensions, le halo de la Voie lactée, donc notre galaxie, on va être assez humble là-dessus, je vais mettre des gros guillemets, la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire, dans laquelle la Terre est. C'est ça. Mais bon, par extension, on peut dire notre, même si ça nous appartient. Mais c'est pas l'esprit de possession. Donc là, on est déjà à 100 000 années-lumière, et ça, c'est tout petit, comparé à l'univers. Enfin, c'est déjà très grand. Voilà. Et la distance entre notre galaxie, donc la Voie lactée, et la galaxie la plus proche de la nôtre, qui est la galaxie d'Andromède, M31, par son petit nom tout mignon, tout beau. Il y a déjà 2,5 millions d'années-lumière. On n'est pas près d'y aller. Non. Et ça, je te le rappelle, c'est encore un grain de poussière dans l'univers. Donc du coup, la Terre, autant dire que c'est rien. Ça met un peu fin aussi à la quête de la conquête de l'espace, à nos projets de. On se dit justement, jamais en faire le tour. J'aurais un slide qui pourrait te le montrer. Un peu déprimant. Je pense qu'il faut peut-être. Il nous reste. Non, parce que le truc, c'est surtout que je fais une demi-heure et je pense que je vais déjà le dépasser. Loïc, normalement, c'est un système de présentation 30 minutes. Je pense que je vais l'exploser si tu me dis. Ah, il reste ça. Il reste ça. C'est bien ce que donc on va passer moins de temps par diapo peut-être. Alors si tu me dis s'il y a des questions ou pas. Ouais, ça marche. N'hésitez pas. Pour les questions, effectivement, je suis censé faire une demi-heure de questions, mais. On nous dit il reste 1 minute. Je ne te crois pas. Je te signale, j'ai le temps devant moi. Mais s'il n'y a pas de questions, je continue. Il y a pas de souci. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Mais n'hésitez pas si vous en avez. Donc, ensuite, sur la 3e unité, c'est le parsec. Un nom assez barbare. Ah, j'avoue. Alors, c'est quoi un parsec ? Grande question. De base, déjà, c'est l'unité qui va être préférée à l'année-lumière du côté scientifique. Puisque ça se base sur une autre définition et c'est surtout... comment je dirais, l'année-lumière c'est trop général, le parsec c'est vraiment une notion plutôt de distance, alors que l'année-lumière c'est plutôt une notion de pensée. Année-lumière, on sait que ça va très vite, et donc une année-lumière c'est très loin. Sauf que le parsec s'appuie sur la distance Terre-Lune, donc en fait le parsec est entre guillemets un dérivé de l'unité astronomique, si on veut.
C'était le cas jusqu'à récemment, sauf qu'ils ont changé la définition et maintenant c'est plus le cas. Oui, parce que la distance Terre-Lune, si je dis pas une connerie, la Lune. Non, Terre-Soleil. Ah oui, parce que. Non, Terre-Lune. Mais la distance Terre-Lune, là, ça me pose un autre problème, c'est que moi, il me semblait que la Lune s'éloignait peu à peu de la Terre. Exactement. Et donc, du coup, le parsec serait une unité. Lié à ça, donc non figé dans le temps. C'est pour ça qu'en fait ils ont redéfini il y a 2 ans je crois. Ils ont redéfini littéralement la définition du parsec. Comme ça c'est devenu une valeur fixe et non dépendante de la distance. Sauf que historiquement elle vient de la distance Terre-Lune. Ouais. Donc effectivement le parsec, si je lis un peu la définition Baba, c'est le parallaxe. Alors qu'est-ce qu'un parallaxe déjà? Le parallaxe c'est le fait d'observer un objet de 2 points de vue différents. D'accord. Tu as forcément une différence dans la perception de ce que tu vas voir. Et c'est en fait, si tu imagines que par exemple tu as la Terre le Soleil, tu as la Terre qui passe à 2 points opposés, qui vont te donner en général l'hiver et l'été, pour nous par exemple, à nos latitudes, parce que c'est pas valable pour tout le monde. Et donc si tu regardes par exemple, je sais pas, un objet qui est très loin, donc considéré comme fixe, bah, en changeant sur ces 2 positions-là, la distance qu'a parcouru la Terre te permet suffisamment de faire une triangulation et de définir la distance de l'objet que tu regardes, même s'il paraît tout aussi loin dans les 2 positions. Sauf que tu as un angle qui s'est créé, donc tu as 2 distances différentes. C'est ça un parallaxe. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà. C'est de la trigonométrie en fait. Non, la triangulation. Non. Triangulation, d'accord. Plutôt. Donc le parallaxe est l'incidence du changement de position. C'est ce que je viens de dire d'ailleurs. Donc changement de position de l'observateur sur l'observation d'un objet. Le degré, donc a été inventé par les Babyloniens. Donc ouais, ça date. Ouais, effectivement. C'est une moyen de mesurer les angles. Ouais. Il est représenté par pi divisé par 180 radians. Pi divisé par 180 en unité radian. Pi, c'est une constante qu'on retrouve un peu partout. Ouais. Donc du coup, c'est connu depuis très très longtemps. Ah, bien sûr. Ouais. Il était connu par les Égyptiens. Enfin, on le suppose, on n'en est pas sûr, mais ça, c'est toujours le problème. Pi et le nombre d'or, qui est phi. Enfin, bref. Et donc du coup, 1 degré a des sous-divisions en minutes et en secondes. Dans 1 degré, tu as 60 minutes, et dans 1/60e de degré, donc une minute, tu as 60 secondes. Parce que c'est basé sur notre système temporel. D'accord. Ce qui veut dire que, effectivement, quand tu prends 1 seconde d'arc, bah, ça vaut 0,000277 degrés. Donc c'est ultra précis. 1 degré, en fait, à notre échelle, ça n'a pas l'air très gros quand tu regardes sur une feuille de papier. Mais imagine que tu prends... un grand cercle. Non, pas un grand cercle, mais nous comme référence. Ouais. Et quelque chose qui est extrêmement lointain dans le ciel. Et que tu prends l'étoile qui est juste à côté, enfin 2 points lumineux, tu prends l'étoile qui est juste à côté. Bah, l'angle au final, c'est pas 1 degré, c'est une sous-division qui est plutôt proche de la minute, voire de la seconde. Donc il fallait quelque chose de très précis. Et donc du coup, historiquement, le parsec est défini comme la distance à laquelle une unité astronomique, donc la distance Terre-Soleil, donc non, c'était pas Terre-Lune, c'était bien Terre-Soleil. Ah, d'accord. Excuse-moi, je me suis planté tout à l'heure. Défini comme la distance à laquelle une unité astronomique sous-tend un arc d'1 seconde. Alors là, je vais m'arrêter sur cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le schéma, sur le schéma que j'ai sur ma droite, tu as tout simplement le Soleil, la Terre, avec les 2 positions dont je te parlais tout à l'heure pour faire le parallaxe. Si tu traces un triangle dont le petit côté est la distance Terre-Soleil, le grand côté est la distance Soleil jusqu'à un point que je nomme P, que tu as un angle droit entre les deux, donc tu as un triangle rectangle. En haut, tu te retrouves, si tu traces le point qui a le point de la droite, enfin le côté qui voit du point P au point qui s'appelle Terre, tu obtiens l'hypoténuse. En gros, il faut que ce triangle-là, l'angle SPT, soit égal à 1 degré. D'accord. Et donc en fait, sous-temps, tu passes par la tangente.
Est-ce que tu te rappelles comment Oui, avec le théorème de Pythagore. Non, mais justement, les moyens mnémotechniques, cosagib, sinopip, tangopage. Ah non, moyens mnémotechniques pour savoir comment calculer les cosinus, les tangentes et les sinus. Je t'avouerai que non. Cosagib, sinopip, tangopage. D'accord. Là, on parle de la tangente parce que c'est la tangente de l'angle, tangopage, est égale à côté opposé divisé par côté adjacent. Ouais, non, mais là, c'est loin tout ça pour moi. Donc, du coup, en fait, le parsec, c'est la grande distance SP. Ouais, ça, je visualise. Qui est fonction de la distance unité astronomique ST, Soleil-Terre, avec un angle SPT de seulement 1 degré. Ouais. Ce qui te donne une valeur fixe. Alors, une valeur fixe, quand on le prenait directement en fonction de Terre-Soleil, donc tu prends Terre-Soleil, et pour avoir la distance, du coup, c'est tange hop adj, tangente de l'angle 1 degré est égale au côté opposé, une année-lumière divisée par le fameux 1 parsec. Donc 1 parsec est égal à la tangente 1 degré de une unité astronomique. Et ça te donnait 3,086 10 puissance 16 mètres. Année-lumière. Non, 16 mètres. 16 mètres. Et ça te donnait du coup en unité astronomique 206 264 unités astronomiques et 3,2616 années-lumière. Et effectivement, c'est ce que tu me disais, entre le Soleil et Terre, bon, c'est pareil, il y a une petite fluctuation. Pour être sûr que il n'y ait plus de soucis, ils ont tout simplement pris 648 000 divisé par pi, 648 000 étant tout simplement le demi-arc alors je sais plus, j'ai fait le calcul, je m'en rappelle plus, mais c'est tout simplement le nombre de degrés ou de secondes d'arc qu'il y a dans 180 degrés. D'accord. Tu multiplies le nombre de secondes et plus de minutes que multiplie 180 et ça te donne le nombre de secondes d'arc qu'il y a dans 180 degrés divisé par pi, ça te donne la valeur exacte du parsec. Donc tu vois que le parsec te permet d'aller un peu plus loin puisque réellement un parsec c'est déjà 3,26 années-lumière. Donc en fait, pour l'exprimer, tu as un peu moins de parsec quand tu exprimes une valeur de distance que d'années-lumière. Donc les scientifiques vont plus utiliser le parsec ils utilisent celui-là parce qu'il y a des notions que j'ai pas trop bien compris moi à mon niveau. Je suis qu'un humble amateur là-dessus. Le parsec est vachement plus intéressant. D'autant plus que tu peux très bien utiliser le parsec pour un système totalement différent. Tu utilises exactement le même principe, si ce n'est que tu as la distance qui est prise comme unité. C'est plus Soleil-Terre, mais c'est étoile lambda à astéroïde lambda. D'accord. Voilà. Mais bon, le parsec en tant que tel, il est à la base basé chez nous à la distance Terre-Soleil. Donc ça, c'est les trois différentes unités qu'on utilise. Je vais pas trop m'y référer après, mais je voulais vraiment en parler parce que c'est ce qu'on va voir en fait dans toutes les notions de distance dont on parle à chaque fois. Et notamment, moi, je vais surtout utiliser les années-lumière et un petit peu l'unité astronomique quand on est basé sur notre système solaire. Donc voilà. Alors, du coup, on va se débarrasser d'une question tout de suite. Le voyage interstellaire, est-ce que c'est pour demain ? Alors, je ne vais pas te faire le coup de faire une thèse, antithèse, synthèse. Je vais te répondre tout de suite non. Oh, je suis déçu là. Et la raison, elle est assez simple. Je suis déçu, tu me déçois. Tout à l'heure, je te parlais des sondes Voyager 1 et Voyager 2. Ouais. Qui sont donc les éléments qu'on a envoyé le plus loin créé par l'homme. Qui, à l'heure actuelle, est la chose qui est la plus éloignée de nous et du Soleil, donc créée par l'humain. Les deux ont été lancés à quelques mois d'intervalle en 1977. Je te laisse faire le calcul depuis combien de temps elles sont en train de voler littéralement dans le vide. Ouais, 38 ans, ouais. Voilà, un truc comme ça. Et le truc, c'est que elles ont pris des chemins différents volontairement. Il y en a une qui est partie littéralement dans le plan où orbitent toutes les planètes, et il y en a une qui en est littéralement sortie à l'oblique. Celle qui est le plus loin à l'heure actuelle, c'est celle qui était dans le plan, puisqu'elle a bénéficié de l'effet catapulte gravitationnel de différentes planètes. Ouais. Et donc c'est celle qui a le plus accéléré, et donc qui est allée le plus loin possible. Et donc techniquement, c'est Voyager 1 de mémoire. Ouais. Qui est déjà à 129 unités astronomiques. Si on fait un parallèle, je te rappelle que Pluton Charon n'est au maximum qu'à 50.
Donc on est déjà à 2 fois la distance par rapport à Pluton-Charon. Ce qui est littéralement... Et c'est ce qui explique qu'ils sont sortis du champ de particules du Soleil. La vitesse actuelle des deux, c'est environ 17 km par seconde. Alors ça a l'air beaucoup. Oui, la Terre, elle est à combien par exemple? Je sais plus. On ne sait pas. Je sais plus. Ça a l'air beaucoup, oui. Ça a l'air beaucoup. Du coup, avec ça, on considère que c'est la technologie qui irait le plus vite. Ouais. Alors on peut peut-être aller un petit peu plus vite en propulsion nucléaire et autres impulsions nucléaires. Avec les technologies disponibles, qui est la propulsion chimique dans ces cas-là, plus les catapultes gravitationnelles, pour rallier Proxima du Centaure, donc qui est l'étoile la plus proche qu'on ait de notre propre étoile, il faut à peu près 100 000 ans. Ah ouais. Voilà. Si on veut voyager en interstellaire, et pour que ça soit intéressant, il faut trouver des systèmes de propulsion qui dépassent les 30 000 km par seconde. En dessous, ça sert à rien. Ou alors, ça sert à rien du moment où tu comptes en années humaines, en vie humaine. C'est totalement à remettre en cause si tu parles de vaisseaux générationnels, où tu aurais plusieurs générations qui se développent de manière à atteindre un but. Mais on n'en est pas là. Donc c'est pour ça que, personnellement, je préfère dire tout de suite non, en tout cas dans l'état actuel des choses. Ouais, c'est pas pour demain. Non. D'accord. Clairement pas. Puis peut-être aussi à 30 000 km/s, il y a des problèmes qui se créent. À mon avis, tu as les problématiques de matériaux déjà. Ouais. Et puis bon, de coûts également. Oui. Voilà. Donc voilà, le voyage interstellaire. Le voyage intra-système solaire, oui, on le fait déjà. Interplanétaire. Je te rappelle qu'on n'est pas encore allé sur Mars. Non. Mars, c'est la planète la plus proche. D'accord ? Ouais. Pas grand-chose. Apparemment, ça serait combien un voyage sur Mars? C'est 6 mois. 6 mois. 6 mois. Bon, ouais. C'est peut-être pour bientôt. Ouais. Il y a des choses il y a des projets qui sont en cours. Oui. J'en parlerai pas parce qu'il y a du positif, il y a du négatif, il y a des avis contraires. Bon, c'est toujours intéressant à suivre. Après, j'ai pas trop d'avis moi sur la question. On suivra ça. Ouais, alors, où vivons-nous? Alors, où au sens dans quoi, où, comment, pourquoi? Bon, pourquoi, j'en sais rien. Et je crois que personne ne le sait. Beaucoup de personnes qui se posent la question. Tout ce que je peux te dire, c'est déjà qu'on vit dans le système solaire. Donc là, une petite représentation bien sympa, un petit peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve donc nos 9 planètes telluriques géantes gazeuses. Je crois que Pluton... Ouais, on la voit tout au bout. Pluton est encore sur cette image, parce que c'est une vieille image. Mais bon, moi j'aime bien dire parce que pour moi Pluton est toujours une planète. Bon, et on voit une petite comète qui s'est invitée. Laquelle c'est, j'en sais rien. On peut dire que c'est la comète de Halley ou la comète Albob, j'en sais rien. Voilà. Donc tu as le système solaire. Ça, c'est chez nous. Voilà. C'est le quartier. Notre système solaire... C'est bizarre ça. C'est beau en tout cas. Bref. Notre système solaire se trouve dans une galaxie. Alors c'est un point, un petit gravillon, un point, une poussière, tout ce que tu veux. Donc un amas d'étoiles. De quoi? Une galaxie. Oui, une galaxie, pas que d'étoiles en fait. Oui. Une galaxie techniquement c'est un amas d'étoiles, de poussière, d'astéroïdes, de tout ce que tu veux. Et potentiellement un trou noir. En son centre, qui serait du coup en son centre. Voilà, et qui est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même. J'en parlerai juste après ça. D'accord. Donc là, ce qu'on voit, c'est tout simplement le ciel, le ciel céleste de nuit, avec un observatoire. Alors, je sais plus lequel c'est, celui-là, j'ai pas regardé. Au passage, ils sont en train de faire un pointage laser. Là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des tas de petites taches, mais on voit surtout une espèce de nuage. Ouais. Donc techniquement, c'est ça la Voie lactée. D'accord. Ça, c'est tel qu'on la voit. Depuis le sol terrestre. Donc ça, c'est la Voie lactée. Mais alors, quand tu vois ça, tu te demandes ce que c'est en fait. On pourrait croire que c'est en fait un nuage au loin. Voilà. Tu as l'impression que c'est une traînée. On n'a pas l'impression d'en faire partie. Exactement. Et en fait, j'ai différentes images de ça. Donc là, c'est une vue fisheye, c'est l'équivalent d'une vue fisheye. Donc tu as absolument toute la ligne d'horizon qui court sur tout le tour. Donc là, d'ailleurs, tu vois, il y a certainement des arbres. Là, tu dois certainement avoir une pollution lumineuse due à une ville. Ouais. C'est certainement une pollution lumineuse. Au passage, ici, tu vois une superbe petite comète qui se balade, à moins que ça soit une étoile filante. Mais je pencherais plutôt pour une comète. Et donc ici, tu retrouves notre Voie lactée. Des photos comme ça, j'en ai plein. Il y en a des superbes.
avec des différentes approches, des montages. Donc tu vois qu'il y a toujours une zone qui est plutôt blanchâtre, ce qui explique au passage qu'on l'ait appelée la Voie lactée. C'est vrai que c'est un peu curieux comme nom. Parce que c'est une voie qui est blanche, donc la Voie lactée. D'accord. Toujours pas de questions éventuellement, je sais pas. On nous a fait une petite remarque sur les moyens mémotechniques. Sokatoa, ça sonne mieux. Oui, le Sokatoa, oui, mais moi je préfère quand ça jeep, tant Jopatch. Aussi une petite question, qu'est-ce que la poussière en astrologie en fait Alors moi je fais pas de l'astrologie, je fais de l'astronomie. Il y a une différence ? Ah bah oui. Astrologie, on étudie les astres, donc c'est tout ce qui est le Verseau. Oui, d'accord, les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque. Ouais, on n'est pas du tout sur. On n'est pas sur la même science, si je peux appeler ça une science. Oui, d'accord, ok. Donc si qu'est-ce vous que voulez la parler poussière des étoiles, c'est l'astronomie. La poussière, je vais pouvoir y répondre assez facilement. La poussière au sens stellaire. C'est tout simplement des bouts de débris, soit des particules de gaz, des atomes qui n'ont pas servi ou qui se baladent tout seuls, qui peuvent être tout simplement des débris suite à des collisions, mais également des débris venant d'une explosion précédente d'une étoile, qui a rejeté des tas et des tas de débris, notamment des poussières. Est-ce que ça peut être minéral aussi ? Bien sûr. Oui, c'est ça, c'est pas forcément gazeux. Enfin, si c'est gazeux, tu as des particules. Mais tu peux avoir de la poussière au sens minéral, tu peux avoir de la poussière au sens liquide, H2O, ne serait-ce que ça. Les comètes n'étant que des blocs d'eau, plus la poussière un petit peu minérale. Pour faire simple, quand on parle de poussière stellaire, la poussière stellaire, donc du coup, ça veut dire que c'est pas le vide, tel, puisqu'il y a des particules. Ce que tu disais, à peu près 3 particules par mètre cube. Ça, c'est le cube. vide stellaire. Vide stellaire, en fait, c'est là où il n'y a rien. La poussière stellaire. Quand tu as des amas de poussière, c'est un peu plus dense. La poussière stellaire, c'est un petit peu plus dense. Une analogie, ça serait de dire que la poussière stellaire, c'est à peu près l'équivalent de ce que tu as quand un fumeur recrache la fumée d'une cigarette. D'accord, c'est à peu près la même densité en termes d'éléments dans un mètre cube. C'est un petit nuage de l'espace en fait. Sauf que les nuages de l'espace, ils sont en années-lumière également. D'accord. Voilà, c'est là le problème. C'est un gros nuage de l'espace. En général, quand tu as une étoile qui explose, elle en émet des choses. Des tas, et ça fait des gros nuages. C'est ce qu'on verra d'ailleurs sur des photos que j'ai. Bon, on va avancer parce que le temps nous fait défaut. Il reste un quart d'heure. Donc sur ces images-là, en fait, on voit la Voie lactée à chaque fois. Et tu remarques qu'on a toujours... pardon, excuse-moi, je suis revenu un peu trop près. Tu remarques qu'on a toujours une zone un peu diffuse, confuse, et une zone beaucoup plus lumineuse à chaque fois sur une zone. C'est tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle le centre de notre galaxie, le bulbe en fait. Le bulbe de la galaxie. Là où il y a plus de concentration d'étoiles. C'est surtout le centre, et là où va se trouver justement le fameux trou noir. Le fameux trou noir. Et ensuite, tu as, jusqu'à proximité, tu as tous les bras, donc tu as de moins en moins de matière à un certain moment. Donc ce qu'on voit en fait, c'est tout simplement une vue en coupe de notre galaxie. De profil en fait. Voilà. En coupe, oui, de profil. Une tronche, sur la tranche, comme disait tout à l'heure Théo. Donc ça, c'est une image totale. C'est-à-dire que si tu la mets sur elle-même, ça fait un cylindre. Tu regardes à l'intérieur et tu as une vue à 360 degrés. D'accord. Ça a été pris par Hubble, ça. Avec des dizaines et des dizaines de clichés. Et donc là, tu vois très clairement, tu commences à comprendre que là, on est sur les extrémités. Hop, là, on a le bulbe, le centre, et on repart. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer de chez nous. Chez nous, exactement. Et donc réellement, quand tu regardes de dessus, ça ressemble à ça, notre galaxie. Sauf que ça, on pourra jamais le voir comme ça. Non. Alors le voir, nous, non. À moins d'aller très loin. Mais c'est pas pour, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas pour tout de suite. Le problème, c'est qu'en fait, là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le diamètre maximum de ce truc-là, c'est 100 000 années-lumière. Donc effectivement, même la tranche, elle fait déjà au moins 1000 années-lumière. Donc voilà, c'est compliqué. Mais comment on sait ça en fait ? Alors premièrement par calcul et par déduction, par analyse des mouvements des différents points dans le ciel, avec les télescopes notamment, mais également par observation d'autres galaxies, notamment Andromède. Notre voisine. Andromède, pour info, vous pouvez la voir, alors vous pouvez la deviner, vous voyez une espèce de tache floue, alors en été seulement, dans la constellation de Pégase.
C'est l'étoile qui est la plus à gauche. Alors, comme ça veut pas dire grand chose, mais là je l'ai pas préparé, je pourrais la montrer. Et si vous prenez une bonne paire de jumelles avec un grossissement x50, vous commencez déjà à observer quelque chose. Avec un télescope, vous la voyez entièrement dans le télescope. Mais ça, je vais l'aborder après. Donc là, ce qu'on peut voir, ce qui est vachement intéressant, c'est les différentes zones. Donc une galaxie a toujours des spirales, des bras spiraux. Toujours. C'est pas un nuage avec une spirale complète, c'est plein de bras différents. Ensuite, donc nous, le Soleil et notre système solaire se situe dans un bras intermédiaire. Un tout petit Vous bras êtes ici. On est à peu près là. Voilà. D'accord. Ensuite, tu as effectivement le centre galactique, là où il y a le trou noir, effectivement. Et tu as différentes zones, notamment tout ce qui est nouvelles étoiles va plutôt se créer à la fin des bras, en général. Et tu as ce qu'on appelle les nuages moléculaires. Est-ce qu'on sait si c'est en expansion ou si le diamètre rétrécit, augmente, ça, s'il est je ne stable? saurais pas te dire. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est en mouvement. Oui, comme toute matière dans l'univers, c'est en expansion. L'univers est en expansion. Oui. Nous, on est en mouvement, mais est-ce qu'on s'éloigne du centre de notre galaxie? On sait pas. C'est une question que je me suis jamais posée, et peut-être. Elle tourne, donc par un phénomène centripète, la force centrifuge, peut-être. Non, centrifuge, justement. C'est vrai. Centrifuge qui va vers l'extérieur. C'est ça, et centripète qui va vers l'intérieur. Centripète, c'est ce qui fait que les particules, quand tu as un T, quand tu le fais tourner, vont au centre. Alors que tu t'attends à ce que ça aille vers l'extérieur. Donc voilà. Et donc en plus, la nôtre a une particularité. Ouais, la Voie lactée. C'est une galaxie spirale, une galaxie barrée. Barrée. En fait. Ah oui, alors ça j'ai entendu le terme tout à l'heure. Exactement. C'est qu'en fait, toutes les galaxies peuvent être classifiées dans différentes catégories en fonction de l'aspect de leur centre. Certains sont vraiment circulaires. Ouais. C'est vraiment un point bien défini, enfin un disque bien défini. D'autres, comme la nôtre, sont un peu déformés. Ça fait plus une espèce de barre avec, on va dire, deux entités qui génèrent les bras spiraux. On sait c'est dû à quoi? Peut-être la vitesse de rotation? Je ne saurais absolument pas te répondre. D'accord. Mais il y a 3 ou 4 catégories avec des sous-catégories dans la 4e, notamment la version barrée. Intéressant. Voilà. Donc ça, c'est toujours la nôtre. Alors, il y a un petit rond jaune. Donc ça correspond à là où est notre système solaire. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que ça, à peu de choses près, ce rond jaune définit une surface. Alors, une surface, même une sphère, donc un volume. C'est la zone qui a été atteinte au maximum, donc la surface de la sphère, par les émissions radio depuis qu'on en fait sur Terre, donc depuis 1920. Les ondes radio, ça pareil, ça n'a pas la vitesse de la lumière, mais ça va bien vite aussi. En estimatif, toute cette zone-là, la petite sphère, c'est la zone court verte, c'est-à-dire que jusqu'à cette sphère-là, tu peux commencer à capter les ondes radio qui ont été émises par les humains. On n'est pas prêt d'être capté par non plus. C'est exactement ça. C'est exactement ça le parallèle que je voulais faire. C'est toujours un problème de distance. C'est fou, et de temps. Et cette image-là, je suis tombé dessus totalement par hasard, et je l'ai trouvée marrante. Ça relativise pas mal de choses. Ça relativise. Et alors, au passage, pour les vidéos, je ne sais pas si tu connais un film normalement qui l'a montré, qui s'appelle Contact, avec Jodie Foster. Non, j'avoue, ça fait des fois ma culture. Qui est une des premières vidéos qui va atteindre les civilisations intelligentes. Qui on voit dedans, et qu'est-ce qu'on voit? J'ose même pas imaginer. Hitler avec la croix gammée. Génial. Les Jeux Olympiques de 1936, c'est la première émission à avoir été diffusée. C'est un beau message de paix. C'est ça. Venez nous anéantir, venez, on a besoin de vous. J'ai mis le poing en l'air, j'ai pas fait un certain signe que je ne ferai jamais. Je préfère le préciser si jamais les gens ont fait une mauvaise interprétation à la caméra. Donc voilà, mais ça permet de relativiser. Et donc là, on a les deux en fait. Donc on a la vue de dessus, donc c'est des représentations artistiques et de profil. Et on a même différentes différentes données. Donc là, tu vois, le rayon est indiqué en kilos par sec. Oui, d'accord, ok.
Donc, kilo par sec vaut 1000 par sec. Exactement. Voilà. Toujours pareil. Donc voilà. Et donc là, tu as des différences de magnitude en fonction d'où tu te situes et de si ce sont des vieilles étoiles ou des nouvelles étoiles. La magnitude, en fait, c'est ce qui exprime leur luminosité. Sur les cartes astronomiques, c'est directement en fonction de la taille de l'astérisque qui représente l'étoile. En fonction de sa taille, tu sais quelle est sa magnitude. Et donc si tu vas la voir très facilement ou pas. Et donc voilà, justement, ça, c'est une photo de la galaxie d'Andromède, donc celle qu'on voit. Donc notre voisine. Ça, tu vois, cette représentation-là, tu peux très bien la voir dans un télescope du type du mien. Donc ce que je disais, c'est un diamètre Newton, diamètre 120. Donc c'est un petit télescope. À condition d'aller à la campagne, peut-être. Oui, il vaut mieux parce que mais enfin cela dit, non, mais même alors en ville à Paris, non, bien sûr, t'es vite. Mais par exemple du côté de la région parisienne sud, dès que tu sors des grosses villes, c'est faisable. Celle-là, on a la chance en fait de pas l'observer de profil, mais plutôt en biais. Alors on est quand même plutôt sur la tranche que sur le dessus. Ouais, mais on est un peu de biais. Si tu vois en fait, tu as son disque externe qui est là, il est par ici et le centre est ici. Et ça, c'est vraiment une photo qui a été faite. Donc elle qui serait pas barrée en fait, non, mais qui elle est circulaire. Elle est bien circulaire, elle n'est pas barrée celle-ci effectivement. Donc voilà. Alors ensuite, un petit rapidement, ça c'est pour que tu appréhendes dans quoi on est. Ça c'est système solaire. La Terre est ici, hein. Elle est en rouge, elle est là. Là, tu as la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, tu as Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, Neptune. Au passage, tu vois Pluton avec toutes les orbites sont plutôt ici, alors que le Pluton, elle est ici. Oui, elle est bien décalée. Et ça, c'est le nuage dehors. Donc là, on est encore en unité astronomique. Ce truc-là, donc notre système solaire, il se trouve ici. Donc là, c'est le Soleil. Là, le point jaune qui est au centre. À chaque fois, en rouge, ça définit c'est l'image précédente. À chaque fois, j'ai dézoomé en fait. Là, tu as ce qu'on appelle l'univers local, où tu retrouves d'autres étoiles avec potentiellement d'autres planètes, donc d'autres systèmes entre guillemets solaires, mais pas le nôtre. Là, on est déjà à 40 années-lumière en taille. Ça se trouve dans notre galaxie. Alors, il est où le rouge? Ah oui, en haut à gauche. Mais c'est un petit point. Ce que je t'ai montré, c'est un petit point dans la galaxie. Dans cette galaxie, tu as certaines entités ailleurs qui sont il y a des petits nuages à droite à gauche. C'est de la poussière stellaire. Là, on est à 500 000 années-lumière. Cette petite chose-là, si tu redézoomes, ici, tu as notre galaxie. Là, tu as la galaxie d'Andromède, qui est la plus proche de chez nous. On est déjà à 4 millions d'années-lumière. Si je dézoome encore, tu as ce qu'on appelle le super amas de la Vierge. On se trouve en fait dans cet univers-là, et en fait, ce sont des tas. Les petits points, c'est plus des étoiles, c'est carrément des galaxies. Donc t'imagines déjà. Alors là, j'arrive même plus à le lire. J'arrive même plus à lire tellement c'est petit. À combien d'années-lumière on est, mais 150 millions. On est à 150 millions d'années-lumière. 150 millions. Si je dézoome encore. Et là. Alors là, par contre, je ne vais pas pouvoir l'expliquer complètement celle-ci parce qu'elle est un peu compliquée. C'est un article qui est paru très très récemment, c'est le Laniakea. C'est en gros un univers local et qui montre en plus le phénomène de l'expansion de l'univers. Notre galaxie est ici, le super amas de la Vierge, il est seulement là. Et en fait, ça montre les lignes de flux, de déplacement futur et prévisionnel des galaxies. Parce que non seulement les galaxies ont tendance à s'expandre, enfin l'univers est en expansion, et donc du coup on a tendance à un petit peu s'éloigner, mais apparemment dans certains cas on s'éloigne pour mieux se regrouper ailleurs. Alors je vais pas rentrer dans ce débat là, mais parce que c'est un article qui est vachement intéressant, surtout que les parutions sont elles sont de l'année dernière, les parutions, et c'est pour ça qu'on va en faire un point de convergence en fait. Voilà, tu as des points de convergence. Donc voilà. Ça promet de belles collisions. Exactement. Alors je vais juste dans la dernière minute qui me reste. Alors ça c'est le nombre d'étoiles. Donc dans l'univers observable, on considère qu'il y a à peu près 46, qu'il est environ de 46,6 milliards d'années-lumière. Ce qui est marrant puisque l'âge de l'univers il est seulement de 13,8. Milliards d'années. Mais ça c'est parce que l'univers s'étend. Donc non seulement il est à 13,8, mais s'il s'étend, ça veut dire qu'il est plus grand à observer qu'il n'est âgé. Donc voilà, ça je vais passer parce que je voulais juste faire une dernière chose, c'est les photographies en fausse couleur.
Ouais, une petite explication peut-être sur des images qu'on peut voir. Ouais. Et en fait, ce genre de choses. Donc ça, ce sont tout simplement, c'est les piliers de la création. Ce sont des nuages stellaires, des nuages de particules. On en parlait tout à l'heure. Et on voit toujours des couleurs hallucinantes, bleu, vert, rouge, violet, jaune. Magnifique. Ça, je sais plus. Je crois que c'est la nébuleuse du crabe de mémoire. C'est ce qu'on appelle, ils appellent ça des vues artistiques. Ouais, mais c'est basé sur des vues réelles, des observations réelles par télescope et par onde. T'en as plein des comme ça. Bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi on arrive à voir ça. Ouais. C'est tout simplement en fonction des télescopes qu'on utilise et des capteurs qu'on utilise, on peut voir ça sous différents types de rayons. Donc tu as les rayons gamma, tu vas voir les rayons X, tu as le spectre du visible, et alors c'est là où c'est décevant, quand tu commences à regarder dans un télescope, dans une jumelle, qu'est-ce que tu vas voir? Majoritairement du noir et blanc et des nuances de gris. Ouais. Et donc effectivement, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que du coup, ça peut être décevant. Tu n'as pas les couleurs que tu vois dans toutes les images. Parce que c'est un ensemble de mix de différentes unités. Là, c'est les rayons ondes radio. Et celui qui est en bas à gauche, c'est les infrarouges. Et en mixant tout ça, tu obtiens différentes choses. Et donc, ce sont des longueurs d'onde en fonction des différents composants que tu as. Et donc, je vais finir là-dessus. Les 4 images que j'ai à l'écran, c'est exactement la même. Ouais, c'est Orion. C'est la nébuleuse d'Orion. C'est ça, et avec des traitements d'images différents. Exactement. Ce sont des vues artistiques différentes en fonction des longueurs d'onde qui ont été utilisées. Pourtant, c'est exactement la même photo. Et on voit pas du tout la même. Tu vois pas du tout le même rendu en fait. On reconnaît certaines structures. Mais tu reconnais à peu près la taille des nuages, mais ce sont exactement les mêmes photos. Avec simplement, ils ont plus appuyé les nuances sur l'hydrogène, peut-être sur les ondes radio. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu laissé perplexe, jusqu'à ce que je commence un petit peu à chercher ça. Et donc c'est directement vraiment tout ce qui va être les longueurs d'onde. Et ça donne des clichés artistiques magnifiques, quoi. Ouais. Bon, malheureusement pour nous, il va falloir qu'on s'arrête là. On nous fait signe d'arrêter. Je t'avais dit que même avec on la est moitié même en de diapo en retard. moi, on a dépassé d'1 minute. Bon, désolé si vous n'avez pas pu poser vos questions. Est-ce que tu seras sur IRC? En théorie, non. En théorie, non. Bon, bah si vous avez des questions, vous pouvez regarde juste s'il y en avait et au pire les envoyer au pire en retard et puis on essaiera de les traiter, de les mettre sur YouTube. Donc voilà pour les replays. Moi, je vais vous retrouver par la suite sur le flux numéro 2 pour vous parler de médecine. Et puis je vais vous laisser avec Gull qui va vous parler du langage et qui sera accompagné de Naya. Voilà. Eh bien, merci bien de merci à toi Maxime d'avoir écouté. Il y a encore malheureusement énormément à dire. Ça sera pour une prochaine fois. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.